ce séminaire. Et on m'a demandé de vous parler du projet COFI. Comme pour le projet précédent, à partir de la genèse, de la problématique, comment on espère, ou qu'est-ce qu'on espère avoir comme résultat, et où est-ce qu'on en est. Ce projet est un peu plus récent que le projet précédent. Il s'appelle, en fait, c'est un capacité building qui s'appelle COFI, co-construction d'une offre de formation à finalité d'employabilité élevée. Tout le programme est dedans. Dans le titre, on sait de quoi on parle. Voilà. Je vais essayer de vous faire cette présentation en parlant du type de programme, de la construction du consortium, des constats. Hein, des constats. En fait, les constats, c'est pourquoi arriver à COFI. Qu'est-ce qu'on escompte comme résultat après COFI? Voilà, de la méthodologie de mise en œuvre, les moyens mis en œuvre, puis des actions déjà réalisées, et surtout de la première vague de licence professionnalisante qui va démarrer en 2017. C'est un capacité building. Le plus important, c'est que c'est un programme structurel. Ça veut dire que le ministère s'engage à mettre en œuvre, et à la première année de réalisation, il a accepté de mettre en œuvre le résultat de COFI. On en parlera tout à l'heure. Donc de l'ordre de 900 000 à 1 million d'euros avec quelques financements. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a 2 co-coordinateurs au niveau algérien. Un qui s'appelle Aziz Tahiri, qui est de Gomerdes, et un Azirdil de Tlemcen. La gestionnaire de projet qui a été recrutée, c'est Claire Merozo. 19 partenaires, le ministère bien sûr, 9 universités algériennes qui n'ont pas été choisies au hasard. C'est 3 partenaires sûrs qui étaient, lors de l'élaboration du projet, responsables des crues, des conférences régionales. C'est des universités qui sont solides par rapport à leur expérience dans les projets européens. Et après, dans chaque région, on a une université qui a une certaine expérience, mais pas tout à fait aussi grande que les autres, et une université relativement vierge par rapport au projet européen. On a Radaya qui n'a jamais travaillé sur un projet européen. On a Belabès à l'ouest qui n'a jamais travaillé sur un projet européen. 4 partenaires socio-économiques, il y en a 2 en Algérie et 2 en Europe. On a un cabinet conseil qui nous gère toute la partie qualité. Et on a un partenaire qui est le Forum, qui est un peu l'équivalent de l'ANEM, l'ANEM ici. Voilà, le Forum, et l'équivalent enfin de Pôle emploi plus AFPA en France. Et 5 universités européennes. Initialement, on avait Waterford qui est sorti du projet, on a rentré Pau, l'université de Pau dans le projet. Les autres universités sont Cadix, ULB, Bruxelles, Perpignan et Montpellier qui gèrent le projet. Avant COFI, en fait, il y a des constats. C'est pas un travail qui a commencé il y a 3 ans, hein, ou il y a 2 ans. C'est un constat que l'on fait depuis quelques temps. Et j'ai différencié les constats, soit dans la partie socio-économique, ou du secteur économique, de l'université, puis du secteur social. Alors, lorsqu'on regarde le constat dans le secteur économique, le retour qu'on a, c'est on a plein d'offres d'emploi pour des cadres moyens et on ne trouve pas. Ça, c'est les entreprises qui le disent. Alors, ça nous amène à recruter des surdiplômés. Cadre moyen, un bac plus 3 bien formé et capable d'être un bon cadre moyen.
je vais recruter un master, mais il est surdiplômé, mais il n'est pas efficace, hein, ça c'est sûr. Même pour ces masters, et une méconnaissance complète de l'entreprise, des problèmes de l'entreprise, de la gestion de l'entreprise. Bien sûr, tous nous disent, quel que soit le niveau de recrutement, c'est qu'ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas communiquer à l'écrit, ils ne savent pas communiquer à l'oral, que ça soit en arabe, en anglais, en espagnol, ou en français, ou en amazigh. Tous maîtrisent aucune langue dans le type communication. Donc ça, c'est un paramètre important qui va être pris en compte dans le projet. Bien sûr, l'organisation d'une entreprise, qu'est-ce que les ressources humaines, qu'est-ce que la gestion. Bon. Tous les masters, tous les L, ils sortent, ou presque tous, à quelques exceptions près, sont dans un cadre de méconnaissance complète de la gestion de l'entreprise. J'ai mis en rouge rentabilité différée. On a eu beaucoup de retours où on nous dit, oui, je recrute quelqu'un, je suis sûr qu'il va rentrer son salaire dans 3 ans. Bon, mais pendant 3 ans, c'est moi qui le finance. Voilà le constat. Pas tous, j'aurais pu mettre des pointillés, parce qu'il y en a d'autres. Dans le secteur universitaire, je suis très optimiste en disant que 5% des formations sont professionnalisantes. J'ai mis entre guillemets professionnalisantes, j'aurais dû mettre dites professionnalisantes. Voilà. Le constat que l'on fait dans le projet, et c'est un constat fait par les enseignants, même ceux qui portent ces formations, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Les étudiants, bien sûr, en conséquence, n'y croient pas. Et les entreprises derrière, si vous présentez un projet en n'y croyant pas, ou une formation en n'y croyant pas, les entreprises n'y croient pas. Donc il y a un gros problème de communication entre le monde universitaire et le monde socio-économique. Après, on va passer à l'aspect social. Tout le monde cherche à être fonctionnaire. Hein. Voilà. Cherche à être fonctionnaire et avoir un titre comme tant que fonctionnaire, le salaire est fonction du diplôme. Tout le monde va chercher le D. Hein. Tout le monde va chercher le D. Sauf que les dernières statistiques, c'est de l'ordre de 2% à peu près, lorsqu'il y a 100 personnes qui rentrent à l'université dans une cohorte, il n'y en a que 2% qui atteignent le D. Même si vous prenez la cohorte à partir du M, les statistiques, c'est 5% qui atteignent le D. 5% des masters peuvent faire un doctorat. Que fait-on des 95%? Et sans aucune formation, entrer dans l'entreprise. Il ne faut pas oublier. Voilà. La notion de diplômé sous-employé, c'est pareil, vous prenez un docteur qui n'a pas trouvé un poste et qui va se retrouver à jouer le rôle d'un technicien. Parce que c'est le boulot qu'il a trouvé. Voilà. En fait, la problématique est forte, elle est exceptionnellement grave. Et ce que l'on peut avoir comme espoir en changeant le mode de fonctionnement, c'est de changer toutes ces mentalités, toutes ces appréciations d'un secteur par l'autre. Covid. Ce qu'on va essayer d'espérer après Covid, après je vous dirai quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre. On va, pour les licences professionnelles licences, je préfère professionnelles, mais ici on est plutôt en professionnalisante, c'est proposer un cadre qui est commun à toutes les licences professionnalisantes
plutôt du secteur industriel, mais ça peut s'appliquer aussi sur d'autres secteurs, et qui va être validé par le MES. C'est en train de se faire. On a des partenaires du monde socio-économique qui vont se l'approprier. Ce cadre, vous verrez que c'est un cadre qui va nous permettre de partir d'un travail déjà pré-rédigé, pré-établi, pré-digéré. Et c'est ce qu'on appelle la matrice, vous verrez, une matrice structurelle pour ce type de formation. Cette matrice sera appliquée dans ce projet sur 18 licences qu'on dit d'excellence. Et surtout, les diplômés seront employables après ça, parce que les formations vont être déterminées déjà, prédéterminées avec le secteur socio-économique. Le fait de travailler ensemble avec les entreprises va faire qu'on va renforcer ce lien, parfois le démarrer dans certains secteurs, mais le renforcer. Et essayer de changer cette image de marque, qui est que les licences professionnalisantes ne sont pas réellement faites pour le travail. Actuellement, c'est un constat que l'on fait. La méthodologie, c'est, on va chercher, en tout cas ce qui était prévu au début, on a des partenaires socio-économiques qui devaient faire des enquêtes pour nous déterminer les secteurs les plus tendus. Et en fonction de ça, on définissait conjointement les formations à développer. L'important, c'est que ces formations vont être déterminées en termes de compétences métiers. C'est pas en termes de connaissances uniquement. Ça, c'est le plus important. Ça va se décrire, en tout cas, on va proposer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une matrice structurelle validée par le ministère, où vous pouvez, en fait, c'est comme si vous aviez un canevas pour une licence, à l'intérieur de laquelle il y a déjà la structure générale et à peu près un tiers de la formation qui est déjà prédéfinie, qui est commune à toutes les formations. Voilà la logique. Bien sûr, on accompagne ça par des formations de formateurs, par des experts européens pour la rédaction du projet, des candidatures. Et surtout, on a rajouté quelque chose qui est intéressant. C'est la mise en place d'une plateforme numérique qui va lister toutes les licences professionnalisantes existantes et futures en termes de métiers visés et en termes de compétences métiers. Quelqu'un qui... un futur étudiant qui a entendu parler d'un métier, il rentre sur la plateforme qui est totalement ouverte, il met le métier, il saura vers quelle formation aller et surtout vers quelle université aller pour faire sa formation. Ou quelqu'un, un RH qui cherche quelqu'un pour une quinzaine de compétences, il rentre ses compétences, il saura vers quelle formation aller pour chercher. Je suis déjà à ce niveau-là, donc on va aller plus loin, plus rapidement. Alors, les moyens, c'est la matrice structurelle, c'est une structure générale pour les LP, ça je l'ai dit, assurant une professionnalisation et répondant aux problèmes, à la problématique dont on a parlé tout à l'heure, cet aspect de communication et tout. Bien sûr, avec une connaissance de l'entreprise forte. On a une méthodologie de co-construction que l'on propose dans le projet. C'est-à-dire comment travailler ensemble avec les universités. Si toutes les formations doivent être évaluées tout au long de leur vie, chaque année. Toujours dans les moyens, on a 6 formations. Une formation à l'écriture en termes de compétences, c'est le forum qu'il a fait à Mons. La communication académique s'est déjà réalisée. L'anglais professionnel se fait dans 3 semaines.
Dans cette semaine de PPP à Bruxelles, les stages et l'entrepreneuriat se feront dans le mois d'après. L'accompagnement, si, seulement quelque chose d'intéressant. Ah, pourquoi 110 personnes sur ces formations vont participer à ces formations. Là, il y a 65 personnes européennes et algériennes qui vont être en mobilité. Je ne sais pas pourquoi ils reviennent. Ça. On va aller un peu plus vite. Le répertoire, on l'a vu. Voilà, on passe aux actions réalisées. Donc, on a eu des problèmes sur l'aspect identification des besoins et l'attribution des LP. C'est une action que l'on a prolongée. On a trouvé une méthodologie plus adaptée au projet. On a 3 séminaires ou 4 séminaires qui se sont... Oui, 4 séminaires, disons, qui se sont réalisés. Et la matrice structurelle a été rédigée, proposée au ministère et validée. Dans cette phase-là, tout ce qui est en vert est déjà réalisé, bien réalisé et conclu. Et il y a eu à peu près une quarantaine de personnes qui ont travaillé sur ces thèmes. Les actions en cours. Alors, on va compléter une enquête sur les LP existantes qui va être faite par la CACI, où on va proposer... Non, là, c'est les LP existantes pour les intégrer dans le répertoire. J'ai parlé déjà des formations réalisées ou en cours de réalisation. Je vais les conclure avec... on a choisi pour la première vague en ouverture sur 2017, 9 licences professionnalisantes, une par partenaire algérien et accompagnée par un partenaire européen. Boumerdès a choisi le web design, ici c'est logistique et transport dont on va parler tout à l'heure. Voilà, les 9. Et voilà où en est le projet. On n'est qu'au début de la deuxième année. On n'est qu'au début de la deuxième année. Et ça va être un peu plus calme après mai. Voilà. Et la deuxième vague va tenir compte en fait des retours de la première vague. Et la deuxième vague va être lancée, je pense, en septembre. Voilà. Je vous remercie de votre écoute.